Cette conférence, si vous le voulez bien toutes et tous, sur les nouvelles formes d'exploitation au travail au XXIe siècle. Moi, je suis extrêmement content d'être avec vous et de pouvoir participer à son animation. Juste sur la forme, vous dire comment on va fonctionner. Je vais d'abord vous présenter nos intervenants et on est extrêmement heureux de les avoir à nos côtés. Ensuite, ils interviendront tous les deux 20-25 minutes sur le sujet. Et puis, je reprendrai la parole une petite dizaine de minutes autour d'illustration de l'inspection du travail, parce qu'avant d'être député européen, j'ai eu une vie comme inspecteur du travail pendant plus d'une quinzaine d'années sur le terrain. Et après, comme le veut la tradition insoumise, on échangera ensemble dans un question-réponse pour continuer et approfondir la discussion. Alors, d'abord, Carlotta. Benvenue, tu es sociologue, j'ai répété avant, merci, tu es sociologue du travail, maîtresse de conférences en sociologie du travail. Tu as produit plusieurs travaux, notamment un dossier co-coordonné dans la revue Travail et Emploi sur la logistique. Et tu vas justement nous parler du travail dans le secteur des entrepôts, dans le secteur de la logistique, à partir notamment d'une illustration d'un projet en Seine-Saint-Denis, dans le 80. Non, pas le projet. Eh ben non, tu vois, il y a une surprise. Non, c'est pas ça, c'est le projet. Non, bon, c'est pas grave. Et notamment, en tout cas, le travail dans la logistique et les nouvelles formes d'exploitation dans ce secteur-là et dans le secteur des entrepôts. Tristan Haute, tu es maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille. Tu es co-auteur en 2022 d'un ouvrage Extinction de vote, point d'interrogation. Et tu nous parleras notamment, pas seulement, mais notamment des effets de l'exploitation au travail sur les formes d'engagement dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. C'est un sujet sur lequel tu travailles. Deux mots avant de leur céder, de leur donner la parole, pour dire que les nouvelles formes d'exploitation au travail, elles sont évidemment modifié depuis que l'ère industrielle a donné naissance au salariat, et on en trouve de nombreux exemples qui se sont développés, que ce soit la segmentation, l'individualisation du travail salarié, que ce soit la coexistence sur les lieux mêmes de travail de plusieurs formes de travail, de contrats et de liens de subordination au travail, que ce soit les formes de sous-traitance en cascade qui se sont multipliées dans toute une série de secteurs, et pas seulement que dans le bâtiment, les travaux publics. J'en dirai peut-être deux mots si j'ai le temps, dans le secteur agricole et dans le secteur des vendanges. Et puis évidemment, des sujets sur lesquels on a vu ces nouvelles formes d'exploitation à travers l'ubérisation du travail, à travers l'auto-entrepreneuriat, à travers le précariat généralisé, notamment dans la jeunesse. Autant de formes qui, dans cette introduction, nous font dire que le capitalisme est doté d'une capacité créative extrêmement forte. Il se renouvelle dans sa capacité à exploiter, à dominer et à soumettre dans les relations de travail, et qu'il est d'autant plus important de prendre le temps collectivement d'avoir ces échanges pour le comprendre, et ce faisant, pour construire ensemble les moyens de le combattre. Donc voilà, je cède tout de suite la parole à Carlotta pour son intervention. Merci à toi. Donc, merci beaucoup, et merci beaucoup aussi pour avoir organisé cette table ronde et nous avoir invités. Du coup, effectivement, je vais parler à partir de mes travaux, mais aussi de travaux d'autres collègues en fait, qui travaillent sur le sujet des conditions de travail dans les entrepôts de logistique. Et après, si tu veux, je pourrais parler aussi de cet exemple en effet qui existe de projet d'entrepôt, mais d'abord, je vais peut-être plus faire un panorama on va dire général de ce qui se passe dans ce secteur qui est, il me semble, et on le verra, un secteur qui est largement représentatif, voire emblématique des transformations du travail, des formes d'exploitation que tu as mentionnées en introduction.
Donc, il est d'abord emblématique parce que il représente un bon point d'observation, non seulement de la précarité, de la fragmentation et de la segmentation des collectifs de travail, mais aussi d'un déplacement qui a eu, disons, des emplois ouvriers dans d'autres secteurs que le secteur industriel, le secteur classique, et notamment vers des secteurs qui se situent dans le secteur des services, enfin, dans le tertiaire, quoi. Il est représentatif aussi et intéressant à discuter parce que il emploie beaucoup de monde. Juste pour se faire une idée, on parle de entre 800 000 et 900 000 personnes qui travaillent seulement dans les entrepôts. Parce qu'après, quand on parle de logistique, on pourrait parler d'autres choses, hein, du transport routier, voire du transport maritime, etc. Il représente aussi aujourd'hui 22% de l'emploi ouvrier dans son ensemble. Du coup, quelle est la situation, dans les entrepôts aujourd'hui? Je vais essayer de la décrire dans un premier temps en exposant 3 chiffres clés qui résument, il me semble, à elles seules la situation des travailleurs des entrepôts qui sont très majoritairement des ouvriers, mais aussi des ouvriers peu ou pas qualifiés du tout. Donc le premier chiffre est un chiffre qui concerne l'emploi, parce qu'actuellement la logistique en France est le secteur qui a le plus recours à l'intérim, au travail intérimaire, avec un quart de la main-d'œuvre qui est concernée. Et donc il y a des chercheurs qui s'occupent plus vraiment des questions d'emploi, qui parlent pour ce qui est de la logistique d'intérim de masse. Donc pourquoi de masse? Parce qu'il y a beaucoup d'intérim, mais aussi parce que quasiment tous les nouveaux emplois qui sont créés dans la logistique d'entrepôt ces dernières 40 années sont des contrats précaires et intérimaires. Et donc, les emplois ouvriers de la logistique sont responsables à eux seuls de la création de près d'un emploi ouvrier précaire sur 7 depuis le début des années 80. Donc précarité, usage massif de l'intérim, mais qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Ces chiffres, elles nous disent aussi que non seulement une large majorité des emplois qui sont générés par le secteur sont précaires, mais aussi que l'intérim est la voie principale, voire exclusive, de recrutement et donc aussi de sélection dans le secteur aujourd'hui. Dit autrement, on rentre la plupart du temps dans un entrepôt par intérim pour être ensuite éventuellement stabilisé en CDI. Ce qui n'est pas, et j'y reviendrai, sans conséquence sur les conditions de travail et notamment sur la santé au travail. J'essaie de ne pas faire voler mes notes. Voilà. Donc effectivement, le deuxième chiffre que je voulais vous exposer concerne donc la santé au travail, parce que le secteur est en tête des classements en termes de maladies professionnelles et accidents du travail, avec des taux de sinistralité qui sont 2 fois supérieurs à la moyenne nationale. Pour être un peu plus précis, les enquêtes de l'Institut national de recherche et de sécurité, donc l'INRS, montrent l'émergence de pathologies, et notamment de TMS, c'est-à-dire de troubles musculosquelettiques, à partir de 4 ou 5 ans de travail pour les préparateurs de commandes, en sachant que les préparateurs de commandes constituent la majorité de la main-d'œuvre dans les entrepôts. Par exemple, dans la grande distribution, 60% des ouvriers sont des préparateurs de commandes. Donc, en fait, ce que les recherches montrent aussi, notamment par cette hégémonie des TMS, c'est que cet impact sur le corps est notamment le fait d'un travail répétitif, taylorisé, on pourrait dire, c'est-à-dire un travail qui rassemble presque à celui-là classique de l'usine tayloriste ou fordiste, à des rythmes très élevés et aussi liés quand même à une organisation du travail en flux tendu. Donc ce sont des maladies professionnelles qui sont liées aux gestes répétitifs, donc elles mettent en lumière que c'est une organisation du travail qui repose sur la répétition du même geste. Mais qu'est-ce qu'elles disent de plus, ces chiffres sur la santé? Elles disent aussi qu'il s'agit donc d'une main-d'œuvre qui va certes passer par l'entrepôt, c'est-à-dire travailler pendant un moment dans l'entrepôt, mais qui va aussi devoir rapidement en sortir.
Elles expliquent donc ce qu'on appelle le taux de rotation de la main-d'œuvre dans les entrepôts et les difficultés de recrutement qui sont rencontrées actuellement dans le secteur logistique. C'est quelque chose dont, y compris les patrons, parlent, discutent. C'est un problème. Et elle pose aussi, par ailleurs, en termes de politique publique, etc., la question des reconversions professionnelles qu'il faut accompagner. Donc, troisième et dernier chiffre, la syndicalisation. Sans surprise, le taux de syndicalisation est très bas, particulièrement bas parce qu'on est autour du 4% contre le 10% de moyenne dans le reste du monde ouvrier. Or, évidemment, ces trois aspects, donc précarité, recours massif à l'intérim, santé au travail et syndicalisation sont liés, sont un lien entre eux. En effet, évidemment, si le taux de syndicalisation, si la syndicalisation est faible dans le secteur, c'est aussi à cause de l'usage massif de l'intérim. Les recherches le montrent, mais c'est assez intuitif quand on travaille en intérim et qu'on espère d'être embauché en CDI ou tout simplement voir sa mission d'intérim renouvelée, on est moins enclin à se syndiquer et à revendiquer plus généralement des meilleures conditions de travail. Mais c'est un point, disons, qui est assez évident, intuitif, mais qui est important parce que généralement, pour expliquer cet usage massif de l'intérim dans la logistique et dans d'autres secteurs, on met l'accent sur l'aspect économique, c'est-à-dire, on va dire, c'est la saisonnalité de l'activité, le besoin de flexibilité qui justifie ce recours massif-là. Or, comme au contraire les recherches le montrent, ces systèmes de recrutement qui repose aussi, il faut le dire, et je pense que tu le sais mieux que moi, sur un contournement systématique de la loi, ou plutôt sur un jeu, on va dire, sur les zones grises de la loi qui encadrent le recours à l'intérim, sert aussi à opérer une sélection de la main-d'œuvre sur la base de sa docilité, c'est-à-dire sur la base de son acceptation, sa disponibilité à consentir, accepter certaines conditions de travail. On va le mettre là. Hop. Comment ? Ce qui signifie donc que quand on travaille en intérim, on est poussé à travailler plus et plus vite, notamment. Du coup, c'est un tableau qui est au final assez noir, sans surprise, des conditions de travail dans le secteur, mais par ailleurs, je pense qu'il est important aussi de souligner que ce n'est pas une exception française. Si on observe le secteur dans tous les autres pays, alors moi j'ai travaillé un peu sur l'Italie, parce que je suis italienne, mais je veux dire les enquêtes dans d'autres pays d'Europe et au-delà montrent partout les mêmes tendances dans la logistique, au recours à des contrats précaires, à l'intérim, des problèmes de santé au travail, etc. etc. Donc ce qui met en évidence, je pense, le fait qu'il y a un caractère structurel du problème. C'est-à-dire qu'on est face à une activité qui a tendance à produire un certain type de qualité, conditions de travail. Sauf qu'en France comme ailleurs, on a un peu tendance à présenter la logistique comme la solution face à la désindustrialisation, la solution face à la fermeture de sites productifs, comme donc une solution de réindustrialisation des territoires qui ont été touchés par des dynamiques de désindustrialisation et donc par des taux de chômage particulièrement élevés. Du coup, sur ça, trois considérations. Tout d'abord, les recherches, encore une fois, montrent que contrairement à l'industrie, parce qu'on dit on désindustrialise et on réindustrialise par la logistique, contrairement à l'industrie à proprement parler, la plupart du temps, les entreprises logistiques recrutent en dehors du bassin d'emploi dans lequel elles s'implantent. Dans nos enquêtes de terrain, en tant que sociologue, on constate très rapidement que les ouvriers qu'on rencontre dans les entrepôts se déplacent beaucoup pour venir sur les lieux de travail. Alors, par exemple, Nicolas Rimbaud, qui est chercheur à Nantes, l'a démontré dans un article paru dans le dossier que tu évoquais, publié par la DARES, à partir d'une exploitation des données INSEE. Il montre que, contrairement à ce qui se passe dans l'industrie,
Seulement une petite partie des ouvriers de la logistique, et notamment de ceux des entrepôts, habitent une commune où ils sont susceptibles de travailler. Genre, il y en a très peu qui habitent là où ils travaillent. Et donc lui, par exemple, il parle à cet égard de ségrégation dissociée, qui est une traduction d'un terme anglais, spatial mismatch. C'est-à-dire que, notamment en banlieue parisienne, parce que son enquête elle porte là-dessus, la logistique produit des espaces ouvriers fragmentés entre lieu de travail et lieu de vie. Donc on retrouve cette dimension de la fragmentation qui a été évoquée quant à l'emploi. On la retrouve aussi dans dans cette dimension spatiale. Et donc, deuxième considération quant à cette question de la réindustrialisation par la logistique, c'est qu'évidemment le type d'emplois qui sont produits par le secteur n'est pas du tout comparable aux emplois ouvriers de l'industrie qu'il est censé remplacer. Il s'agit d'emplois qui sont, on l'a vu, plus précaires, plus pénibles, mais aussi moins bien payés, il faut le dire, car les salaires sont généralement les minima conventionnels et le plus souvent proches du SMIC. Et surtout, et ça c'est le point qui m'intéresse peut-être le plus, il s'agit d'emplois qui ont très peu de possibilités de mobilité, d'évolution de carrière. Pourquoi ? Parce que dans le secteur, il y a plus de 80% de la main-d'œuvre des ouvriers qui sont peu ou pas qualifiés. Alors que, par exemple, dans l'industrie manufacturière, un peu moins de la moitié des effectifs sont des ouvriers qualifiés. Non qualifiés, pardon. Du coup, quelle est la conséquence à cela ? C'est que si très peu de gens ont cette opportunité de mobilité interne, ça veut dire que la majorité des gens sont enfermés sur le long terme sur des postes physiques et pénibles. Ce qui produit, d'un côté évidemment, plus d'attentes au corps, plus fréquentes et plus précoces, comme on l'a vu, qui sont aussi moins atténuées par la possibilité de mettre en place des mobilités aménagées, mais aussi ça produit une volonté de départ très largement partagée et des formes de résistance au travail, peut-être qu'on pourra en débattre, qui sont donc plus individuelles. Voilà. Notamment des formes, comme on dit, d'exit ou de mobilité intra-sectorielle en alternance entre périodes de chômage et périodes de travail. Un des facteurs qui explique cette situation, c'est que contrairement à ce qui a pu être observé dans les secteurs industriels classiques, comme par exemple l'automobile, les vagues de rationalisation, c'est-à-dire par exemple l'introduction de nouvelles technologies, la robotisation, l'automatisation, la mécanisation, n'ont pas fait apparaître des postes qualifiés, ou très peu. Elles ont même tendance à renforcer dans les entrepôts ces technologies-là, ces dispositifs organisationnels-là, à renforcer l'hégémonie des postes ouvriers avec la disparition, par exemple, de fonctions administratives qui auparavant pouvaient constituer des endroits où des petites mobilités internes pouvaient se faire. Sur cette question de l'impact des technologies sur le travail, je renvoie par exemple aux travaux de David Gaborio qui a étudié la mise en place de la commande vocale dans les entrepôts de la grande distribution, qui est donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, donc c'est un casque audio avec lesquels en fait, les préparateurs de commandes qui travaillent sous commande vocale travaillent avec un casque qui leur donne des ordres auxquels ils doivent répondre par des réponses standardisées OK, oui, non. Et toute la journée, ils travaillent sous commande vocale. Donc c'est la commande vocale qui leur indique tous les gestes et toutes les choses qu'ils doivent faire. Donc ce n'est pas évidemment pas du tout un travail plus qualifié, c'est le travail qui est produit par les nouvelles technologies, mais au contraire plus répétitif, plus contraignant, donc c'est-à-dire qu'il produit une intensification du travail, une accélération du rythme de travail, puisqu'on doit suivre l'algorithme, la machine, le logiciel, et sous contrôle aussi, bien entendu, plus contrôlé. Par ailleurs, par exemple, dans les entrepôts où il y a introduction de la commande vocale, on estime une hausse de la productivité de 15%. Les entrepôts où on a introduit cette commande vocale. Du coup, sur cette question de la santé, juste... du coup, je ne vais pas développer parce que j'ai que 5 minutes, mais en fait, généralement, il y a deux types de solutions qui sont proposées. Soit des solutions techniques,
c'est-à-dire l'introduction de dispositifs du type cobotique, c'est-à-dire de robots qui devraient collaborer avec l'humain, mais en fait on est face à des machines qui sont censées permettre au corps de suivre le rythme industriel, l'accélération du rythme industriel, un rythme que les corps visiblement ne supportent plus, mais qui du coup ne remettent pas du tout en question l'organisation du travail en tant que tel, quoi. L'autre type de solution qui est proposée en général, c'est la formation, la sensibilisation, et là aussi il y a une autre dimension qui est problématique, qui est celle non seulement de ne pas remettre en cause les fondements de l'organisation du travail, mais aussi dans une certaine mesure de faire reposer quelque part la responsabilité, on va dire, de la pénibilité sur ceux qui travaillent, parce que quand ils tombent malades, quand ils se blessent, ils n'auraient pas respecté les normes. Mais on peut y revenir, parce que c'est un peu long. Enfin, dernier point, ce discours sur la réindustrialisation par la logistique est quelque part un peu paradoxal, si vous voulez. Parce que, de facto, la logistique, en tant que secteur du transport et de la logistique, c'est le secteur qui a permis et qui soutient encore aujourd'hui les dynamiques de mondialisation, de délocalisation, de globalisation. C'est-à-dire, il s'agit de toutes ces activités qui permettent qu'aujourd'hui, on produit à l'échelle globale, autour de ce qu'on appelle les chaînes de production globale ou les chaînes de la valeur, parce qu'on a une logistique et un transport hyper développé, etc. Donc c'est un peu... on peut considérer la logistique comme infrastructure matérielle de la mondialisation, et on peut se demander si c'est logique parler de réindustrialisation quand on parle d'un secteur qui a été un facteur de désindustrialisation, pour le coup, pour des pays comme la France. Du coup, on voit bien, disons en conclusion, on voit bien qu'il y a une dimension de fragmentation, de segmentation qui traverse toutes les dimensions du travail et de la sociabilité aussi dans le secteur. Et donc on est face à un travail précaire, fragmenté, etc. Mais de ce côté-là, la logistique, elle incarne aussi un deuxième paradoxe. Alors j'aime bien les paradoxes aujourd'hui, je ne sais pas trop pourquoi. Et ce paradoxe tient au fait que, de plus en plus, on présente les travailleurs de la logistique comme un nouveau prolétariat, occupant, ce qui est vrai, une fonction stratégique dans l'économie et dans les chaînes de production. Au sein du capitalisme contemporain, on a par exemple toute une littérature qui parle de choke points, c'est-à-dire les goulots d'étranglement, et qui identifie ces travailleurs comme les nouveaux acteurs stratégiques de la conflictualité au travail, car positionnés dans des nœuds clés des chaînes de distribution, et donc dans des points sensibles du capitalisme contemporain qu'on pourrait utiliser pour bloquer les flux, etc., etc. Ce qui est vrai, mais de l'autre côté, et c'est là le paradoxe, ils sont aussi, et on l'a vu, insérés dans des univers, dans des contextes de travail qui sont... à juste titre considérés par les sociologues, mais aussi par les syndicalistes, comme peu propices à la mobilisation collective, à la revendication de meilleures conditions de travail, parce que marquées par la précarité, la sous-traitance, le turnover, la fragmentation des collectifs de travail, les stratégies patronales antisyndicales, dont je n'ai pas parlé, mais qui sont très fortes dans le secteur aussi. Du coup, il y a cette tension, voilà, quand on parle de logistique, soit on en parle pour dire, voilà, c'est le nouveau secteur sur lequel on peut faire reposer des espoirs parce qu'il y a cette position stratégique qu'il occupe, et de l'autre côté, on en parle pour décrire, voilà, toutes les raisons qui font qu'il est très difficile de syndiquer, de faire mobiliser tous ces travailleurs-là. Et donc, il me semble, et ça c'est vraiment la conclusion, qu'une piste de réflexion possible sur cette question de la syndicalisation et de la mobilisation serait peut-être de valoriser davantage d'autres formes de sociabilité et d'autres formes de solidarité qui existent dans le secteur et qui sont parfois, voire souvent, extra-professionnelles, ou en tout cas positionnées en dehors du lieu du travail en tant que tel. Car des formes d'ancrage dans le secteur existent, mais elles se font beaucoup à partir de cette mobilité dont je parlais, d'ouvriers intérimaires qui passent d'entrepôt en entrepôt,
dans la même zone logistique, souvent alternant encore une fois période de travail et période de chômage, mais qui se connaissent, qui vivent les mêmes conditions de travail, qui partagent les mêmes conditions de vie souvent aussi. Et d'ailleurs, on a un peu vu tout ça en œuvre pendant les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de blocages de zones logistiques avec de formes d'alliances entre syndicalistes, Gilets jaunes, des blocages dans des zones périphériques. Voilà, donc il me semble que, pour le dire plus simplement, le cas de la logistique peut inviter à une réflexion peut-être sur l'échelle de la syndicalisation qui est pertinente aujourd'hui, en tout cas dans des contextes si marqués par la mobilité et la précarité. Or, le cadre en France, en tout cas le cadre syndical, il est toujours très construit autour du syndicat d'entreprise, voire de site. Mais est-ce que, face à des univers professionnels si marqués par la précarité et la mobilité, etc., il ne serait pas intéressant d'ouvrir une réflexion sur un renouveau possible à partir d'autres échelles? Alors, dans le cas de la logistique, pourquoi pas l'échelle de la zone logistique, mais plus généralement, réouvrir une réflexion sur l'échelle du territoire comme échelle pertinente pour penser la construction, on va dire, de mobilisation collective face à ces conditions de travail que j'ai décrites. Voilà. Merci beaucoup. Merci Carlotta. Sans plus tarder, on réagira après évidemment sur toutes les pistes que tu ouvres à travers ton intervention et on t'en remercie. Tout de suite, on passe la parole à Tristan. Alors merci de m'avoir... C'est bon, on m'entend ? Ouais. Ouais. Donc merci de m'avoir... Non ? Ça marche pas ? C'est mieux là ? Bon. Ouais. C'est bon ? Super. Ah, parce qu'en fait, il descend. Il descend et il redescend à chaque fois. Non, mais je vais me baisser, c'est pas grave. Tu sais, je vais comme ça. Attends. J'essaye de le bloquer. Ah, redescend. Ouais, c'est pas grave, je vais descendre comme ça. Non, mais t'en fais pas. Je vais descendre, c'est bon. C'est bon. Non, je vais rester comme ça, t'en fais pas. Sinon, on va perdre du temps. Ok, donc merci de m'avoir sollicité, merci à tous d'être venus à cette conférence. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est un panorama, alors sans doute assez incomplet étant donné le temps imparti et la complexité de la question, mais de la question des effets politiques de l'exploitation au travail, en évoquant de manière croisée à la fois les conséquences en matière d'engagement collectif au travail, comme l'a déjà fait Carlotta à propos du secteur de la logistique, mais aussi les conséquences en matière de comportement et d'attitude politique hors du travail, et notamment sur les questions électorales. Alors, penser ensemble ces deux dimensions, ça peut paraître assez étonnant, mais ça a du sens parce que dès les années 70, finalement, des chercheuses et des chercheurs, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, ont fait l'hypothèse que participer au travail, dans son travail, quelle que soit la forme de participation, favoriser le fait de participer politiquement, hors du travail, en augmentant l'intérêt pour la politique, le sentiment de compétence politique des citoyennes et des citoyens, avec une hypothèse qui a même été élargie en fait aux attitudes politiques et donc notamment au choix de vote, avec l'idée que participer dans le travail, s'engager dans le travail, ça se traduirait en dehors par un vote plus favorable à la gauche et par des attitudes politiques plus redistributives sur le plan économique, voire plus tolérantes à l'égard de l'immigration ou à l'égard des minorités sexuelles et de genre par exemple. Bon. Cette hypothèse, elle est séduisante, elle mérite toutefois d'être nuancée, parce que, évidemment, la relation, elle ne peut pas être univoque. On peut très bien imaginer une relation inverse. On s'engage d'autant plus au travail qu'on se sent déjà compétent et compétente politiquement et qu'on a déjà des attitudes politiques redistributives, tolérantes, favorables à la gauche, en gros. On peut toutefois considérer que, finalement, la politisation au travail et la politisation hors du travail vont de pair, d'où aussi l'intérêt de s'intéresser aux conditions de travail et aux formes de mobilisation au travail. Pour donner un exemple très récent, on a vu aux législatives, à partir des premières enquêtes post-électorales qu'on a réalisées, que les syndiqués se sont surmobilisés très fortement dans les urnes et ont voté très massivement pour le nouveau Front populaire. Alors ça peut paraître un résultat assez logique,
c'est une différence qui est quand même significative par rapport au précédent scrutin. On n'avait pas ce double phénomène, et on peut y voir un effet sans doute à la fois de la dynamique du nouveau Front populaire, et puis un effet retraite, faut pas oublier le mouvement social de 2023. Alors la question du lien entre travail et politique, elle a été centrale en sociologie politique jusqu'en les années 70, notamment parce qu'on avait une interpénétration des liens entre syndicats et partis politiques. On avait une certaine homogénéité qui a parfois été exagérée, j'y reviendrai, du groupe ouvrier. Et puis, cette idée que l'exploitation au travail constituait un vecteur de politisation, d'engagement syndical, d'attitude redistributive, de vote pour la gauche, avec quand même l'idée que finalement, c'était pas tant le fait d'être exploité dans son travail, mais le fait d'être intégré dans le monde ouvrier qui favorisait le vote à gauche. Et inversement d'ailleurs, à la même période, des travaux montrent que l'intégration au monde des indépendants traduit une mobilisation tout aussi structurée et massive en faveur des partis de droite. Alors, la question des liens entre travail et politique, elle a toutefois perdu sa centralité à partir des années 80 pour plusieurs raisons. La sociologie du syndicalisme... Oula. C'est le vent, je pense. La sociologie du syndicalisme, elle s'est finalement concentrée sur les transformations et surtout sur le déclin du syndicalisme. Ah ouais, carrément, on en est là. En insistant sur le recul des adhésions syndicales, sur le recul des mobilisations professionnelles, sur le déclin des liens entre partis et syndicats, et du coup en soulignant les dynamiques de déclin. Parallèlement, la sociologie électorale, elle a été confrontée d'un côté à la concurrence d'approches économiques du vote, rationnelles, et puis d'un autre côté à l'idée que la profession expliquait beaucoup moins les comportements électoraux que par le passé, et que d'autres variables étaient beaucoup plus structurantes, le diplôme, le genre, le niveau de patrimoine, mais bref, plus du tout la profession, et notamment avec cette idée qu'il y avait un désalignement des ouvrières et des ouvriers vis-à-vis de la gauche, dans de nombreux pays, dont la France. À partir de 95, il n'y a plus de survote des ouvrières et des ouvriers pour la gauche en France. Bon, cette remise en cause de la pertinence de la question du lien entre travail et politique, elle est en partie aveugle aux transformations du monde du travail et notamment aux hétérogénéités du groupe ouvrier. D'abord, les travaux des années 70, ils conçoivent principalement la question de l'exploitation à partir de l'opposition assez simpliste entre ouvriers, ouvrières et non-ouvriers, non-ouvrières. Et notamment le vocable de vote de classe dont vous entendez parfois parler, puisqu'il n'y a plus de vote de classe, donc on vous en parle tout le temps. En fait, il est défini dans les années 60 par celui qui le théorise que par la différence de vote pour la gauche entre les travailleurs en col bleu, donc les ouvriers et ouvrières, et le reste du salariat. Donc finalement, c'est une mesure assez peu robuste. Or, finalement, l'exploitation est loin d'être consubstantielle d'abord au statut de salarié. On voit aujourd'hui qu'avec la transformation du statut de travailleurs et travailleuses indépendantes, en fait, on a des relations de travail qui sont des relations d'emploi qui sont censées être indépendantes, mais qui se font plus du tout. Sur une base du seul cadre salarial. Et puis, on a vu le développement de conditions de travail en dehors du groupe ouvrier, au-delà du groupe ouvrier, qui favorisent l'exploitation, la précarité de l'emploi, la dégradation des conditions de travail, notamment dans le groupe des employés, mais pas seulement. Ensuite, le monde du travail s'est transformé. Il y a eu la désindustrialisation, donc le groupe ouvrier s'est réduit, il s'est éparpillé dans de nombreux secteurs, dans de nombreuses entreprises plus petites, affaiblissant par la même occasion l'encadrement syndical du groupe ouvrier. Et puis, au-delà du seul groupe ouvrier, on a un recours à la sous-traitance, un recours aux contrats précaires, à des statuts différenciés, à une individualisation aussi des carrières et des rémunérations, qui touche évidemment l'ensemble du salariat et qui touche particulièrement certains groupes de salariés, les moins qualifiés, mais aussi en raison de discriminations structurelles, cet affaiblissement des solidarités, cette montée des processus d'individualisation au travail va toucher les populations qui sont potentiellement discriminées au travail, les femmes, les populations issues de l'immigration, les personnes LGBTQIA+, etc., etc. Et
dernier élément qui va affaiblir aussi l'encadrement collectif du travail et la perspective d'engagement collectif, c'est finalement la difficulté à faire émerger de plus en plus des compromis salariaux favorables aux salariés, et notamment la difficulté à faire aboutir des négociations collectives qui finalement soient favorables aux salariés, ce qui va délégitimer les stratégies collectives au profit de stratégies individuelles, d'exit, qui vont être parfois orientées, y compris vers des perspectives patronales. C'est-à-dire, je pars de la petite entreprise, je ne suis pas satisfait, je crée ma propre boîte. Donc dès lors, si les ouvrières et les ouvriers se syndiquent moins, votent moins pour la gauche, est-ce que c'est parce qu'ils s'en sont détournés? Alors, premier élément, c'est oui, en même temps, ils font toujours preuve d'une demande de protection sociale par rapport au reste du salariat, mais ça se traduit par un vote pour la gauche. Donc oui, en effet, il y a eu cette déconnexion, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'y a pas non plus de désouvriérisation massive des effectifs syndicaux par rapport au reste du salariat. Je dirais, il y a moins d'ouvriers dans les syndicats que par le passé, mais c'est normal, il y a moins d'ouvriers tout court. Et puis, sur le plan électoral, souvent on nous parle d'une volatilité de travailleurs et travailleuses qui auraient basculé d'un vote de gauche vers l'extrême droite. Bon, cette volatilité, elle se fait sur le temps long, elle se fait de proche en proche. Donc le passage du vote de gauche vers l'extrême droite, il est rare, ou il se fait sur un temps extrêmement long, et notamment, il se fait beaucoup plus sur les dynamiques générationnelles. Les enfants de celles et ceux qui votaient pour la gauche peuvent éventuellement, à un moment, voter pour l'extrême droite. Mais on est sur des dynamiques qui sont sur un temps très long. Et l'hypothèse qu'on fait aujourd'hui, c'est que la plus faible mobilisation qu'on observe dans les segments qui sont victimes d'exploitation au travail dans le salariat et leur moindre vote pour la gauche, même si on va revenir sur ces constats, c'est aussi lié à des transformations du monde salarial et notamment à la difficulté de tout simplement cette dichotomie ouvrier non ouvrier à saisir ces transformations. Et donc à partir des années 2000, il y a un certain nombre de travaux qui ont remis au goût du jour cette question des liens entre travail et politique et notamment des conséquences politiques de l'exploitation au travail. D'abord parce que en sociologie politique du syndicalisme, on a commencé à se demander qui étaient les syndiqués, qui faisait grève, mais aussi qui votait aux élections professionnelles, bref, qui participait aux formes de démocratie et d'engagement collectif au travail. Et puis on s'est rendu compte que, certes, les fractions les plus précarisées, les moins qualifiées du salariat, elles étaient plutôt en retrait de ces formes d'engagement. Mais que c'était aussi le cas des fractions les plus qualifiées, notamment dans le secteur privé, et que les fractions les plus mobilisées du salariat, qui recourent le plus notamment à la grève, mais aussi au vote professionnel, ce sont les classes moyennes et populaires stabilisées, ce sont les ouvriers et ouvrières qualifiés, ce sont les techniciennes et techniciens, ce sont les employés qualifiés. De même, il faut aussi dépasser l'idée d'un lien assez mécanique entre dégradation des conditions de travail et d'emploi et des engagements. Alors certes, la précarité, elle éloigne des syndicats, elle éloigne des urnes évidemment. Parfois, notamment quand la grève est possible, les précaires peuvent faire grève, même si c'est beaucoup plus risqué. Et puis on voit aussi que la pénibilité du travail, le fait de ne pas se considérer aussi reconnu dans son travail, peuvent constituer des vecteurs de résistance collective dans le monde du travail et voire même en dehors du monde du travail. Je vais y revenir. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que les formes épanouies du travail, telles qu'elles sont parfois vantées de manière un peu idyllique par certains et certaines, souvent leurs effets politiques se limitent à des pratiques participatives qui sont extrêmement consensuelles, notamment comme le vote professionnel, parce que souvent, telles qu'elles sont mises en place, ces formes épanouies du travail, elles sont finalement assez peu collectives. Donc le sens collectif derrière, il est relativement faible, puis ça remet rarement en cause la verticalité de la relation d'emploi. Parallèlement, les travaux sur les comportements électoraux, ils ont commencé à souligner que finalement, l'exploitation au travail, elle pouvait avoir des liens avec les comportements électoraux, et notamment avec un phénomène qu'on a vu émerger à la fin des années 80, la question de l'abstention, avec un constat, c'est que la précarité de l'emploi, elle éloigne des syndicats dans l'entreprise, mais elle éloigne aussi des urnes, quelle que soit l'élection considérée, y compris des présidentielles, y compris des élections qui mobilisent beaucoup. Législative de 2024, c'est 40% des salariés précaires qui se sont abstenus contre 25% des salariés en contrat stable. La différence est énorme. Et
elle est même plus importante qu'entre les cadres et les ouvriers. Hein. Les cadres, c'est à peu près 24% d'abstention, les ouvriers, c'est 37%. Donc, il y a une différence plus importante entre précaires et non précaires qu'entre ouvriers et cadres. Et puis, ce qui a été démontré, notamment par un économiste qui s'appelle Thomas Coutreau, c'est que la perte d'autonomie au travail, que Carlotta a évoqué d'ailleurs dans le secteur de la logistique, en apprenant aux salariés finalement une forme de passivité au travail, en limitant leur capacité d'apprentissage, d'initiative, etc., ça favoriserait, selon Thomas Coutreau, le retrait du jeu politique et notamment du jeu électoral, parce que finalement, quand on apprend la passivité au travail, ça se décline aussi dans la perception du champ politique comme inefficace. Alors, il ne faut toutefois pas voir un lien mécanique entre dégradation des conditions de travail et retrait électoral. Ce n'est pas parce que les salariés exercent un travail pénible, mal reconnu, qu'ils s'abstiennent plus. C'est vraiment des mécaniques de précarité ou de perte d'autonomie dans le travail spécifiques qui favorisent le retrait électoral. Alors, en matière de vote, de choix de vote et d'attitude politique, certains et certaines ont fait l'hypothèse d'un lien entre dégradation de la relation de travail et vote pour l'extrême droite. Avec notamment, ça s'articulerait avec des attitudes plus hostiles à l'immigration, moins tolérantes, etc., etc. Alors, on constate certes que la déclaration notamment chez des personnes qui sont notamment non issues de l'immigration, d'une exposition à la concurrence internationale, donc c'est un sentiment d'exposition à la concurrence internationale ou d'une crainte de perdre son emploi, s'articule avec un vote d'extrême droite beaucoup plus important. C'est vrai. C'est vrai aussi que la pénibilité du travail dans les enquêtes, elle se traduit souvent par, certes, un peu plus de demandes de protection sociale, mais un peu plus d'hostilité à l'immigration et un vote d'extrême droite un peu plus important. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que la précarité de l'emploi et notamment le fait d'être en contrat précaire va de pair avec un vote pour la gauche plus important et avec des attitudes notamment moins méritocratiques sur le plan économique. Et ça, c'est un élément très important. On parlait tout à l'heure dans une autre conférence du fait que l'un des ressorts du vote d'extrême droite, c'est les attitudes à l'égard de l'immigration. Mais l'autre facteur structurant de plus en plus, ce sont les attitudes méritocratiques. Pensez que finalement, la protection sociale, c'est bien, mais pas pour tout le monde. Notamment, pas pour celles qui ne le mériteraient pas. Évidemment, derrière cette catégorie, il y a les personnes racisées, les autres, globalement. Évidemment, les minorités sexuelles et de genre, enfin voilà. Et puis, ce qu'on constate aussi, qui va à rebours un peu de cette idée d'améliorer la relation de travail, c'est juste comme mot d'ordre, c'est combattre l'extrême droite, mais sans réfléchir à la manière de l'améliorer, ça pose question, parce qu'on voit que, par exemple, le sentiment de reconnaissance au travail, qui est un mot d'ordre néolibéral qui est parfois assez prononcé, souvent va de pair avec des attitudes beaucoup plus libérales économiquement. Alors, le fait de considérer aujourd'hui que tout va bien dans son travail, ça va de pair avec des attitudes plus libérales économiquement, donc plus méritocratiques, voire même plus hétérosexistes notamment. Alors, deux éléments de conclusion, et je vais m'arrêter là. D'abord, les formes les plus avancées d'exploitation au travail, sans faire disparaître sous forme de résistance, elles génèrent du retrait. Retrait de l'engagement au travail, retrait électoral, mais pas nécessairement un vote et des attitudes d'extrême droite comme on pourrait le penser. Et notamment, la précarité de l'emploi, voire la pénibilité psychique au travail, peuvent se traduire par des attitudes progressistes, par un vote de gauche. Et il y a un enjeu à continuer à politiser cette question de la précarité et de la pénibilité, notamment de la pénibilité psychique au travail, parce qu'il y a une importance à mobiliser les salariés précaires, d'abord parce qu'elles votent déjà significativement pour la gauche, mais parce qu'elles s'abstiennent aussi encore énormément, et enfin parce qu'elles sont moins susceptibles d'être mobilisées dans des cadres professionnels. Il ne faut pas oublier que le cadre professionnel, c'est un cadre de mobilisation électorale, notamment parce que les organisations syndicales, et notamment les militantes et militants syndicaux qui jouent un rôle de médiation en entreprise, en discutant avec les collègues, ils sont moins en contact, pour des raisons structurelles et pas seulement organisationnelles, pas seulement syndicales, ils sont moins en contact avec ces salariés précaires. Donc ça, c'est un premier enjeu. Mais par contre, le deuxième enjeu, c'est de constater qu'aujourd'hui, la faiblesse du syndicalisme, de la gauche, dans certaines fractions du salariat, tient moins à une pure question de conditions de travail et d'emploi qu'au contexte de travail. Et notamment, constater que finalement,
la relation aujourd'hui qu'on connaît dans les entreprises, qui est individualisée, verticalisée, qui peut être de proximité, hein, mais qui est très peu participative, eh bien, elle n'est pas du tout favorable au développement de pratiques participatives en dehors du travail, au développement du vote de gauche, au développement d'attitudes progressistes. Et évidemment, en appeler conjoncturellement à une meilleure reconnaissance du travail, sans qualifier cette reconnaissance, sans modifier le contexte du travail, ça revient, c'est risqué, une mesure assez illusoire. Certes, il faut améliorer les relations de travail, mais il faut aussi les rendre plus collectives pour que, finalement, se diffusent des attitudes progressistes dans le monde du travail et en dehors. Merci. Merci. Alors, vous m'entendez ou pas? Ce vent, c'est assez... Tu peux venir à ma place? 1, 2, ouais, c'est bon. C'est bon, ça va, là, c'est bien, nickel. On est bon. Alors, on reprend. Merci vraiment, Carlotta et Tristan, pour vos interventions. Je pense que c'est central de nous donner ces clés. Et je pense qu'on aura à discuter. Quand j'entendais Carlotta, mais on en débattra, mais la question de la réindustrialisation sans poser la question des conditions générales de travail dans la logistique et ailleurs, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Ou la question des cadres de syndicalisation et des espaces de syndicalisation et donc de la question du lieu de travail ou de sa dissociation sont aussi des questions centrales, de même que cette description de l'évolution des engagements, de l'engagement qui sont utiles pour les militants de gauche, pour les militants qui entendent porter la transformation radicale de cette société, afin de comprendre aussi comment les contextes de travail dont tu parlais, Tristan, évoluent. Mais bon, je garde tout ça pour le débat d'après. Moi, quand on m'a dit Anthony, tu veux intervenir sur la conférence exploitation au XXIe siècle, je me suis dit, mais alors, comment je vais faire? Parce que mes plus de 15 ans d'années à l'inspection du travail, c'est 15 ans où j'ai vu l'exploitation au travail sous des dizaines de formes et d'illustrations se multiplier. J'ai oublié de mettre en route pour moi aussi le chrono. Vous voyez comment c'est terrible. Donc je mets en route, comme ça je m'auto-contrôle avec le chronomètre. Et donc je me suis dit qu'en fait j'allais prendre 2 exemples, 2 illustrations qui moi m'ont, en tant qu'inspecteur du travail, profondément impacté, je veux dire, dans mon quotidien professionnel et en même temps dans ce que je voyais du travail. La première illustration sur cette évolution des dominations du capital dans les entreprises, ça a été l'individualisation, la segmentation dont vous avez aussi parlé, qui isole le travailleur à l'intérieur de l'entreprise et qui, lorsqu'elle est ajoutée à des évolutions des relations de travail, est assez dramatique. Je l'ai vu, par exemple, avec la question des souffrances au travail. Tu as parlé de pénibilité psychique, par exemple. Alors, on peut le mettre dans différents termes, mais ces souffrances au travail, lorsque vous les ajoutez, alors je parle en tant que souffrance à la fois des souffrances physiques que tu as pu décrire, des troubles musculo-squelettiques qu'on retrouve dans la logistique ou lorsqu'on imagine une travailleuse ou un travailleur dans un supermarché qui pendant 20 ans, 25 ans, va devoir mettre en rayon, en levant avec les épaules des charges de façon répétée, récurrente, qui vont abîmer le corps de façon définitive pour souvent, mais aussi les souffrances psychologiques. Tu as décrit la souffrance du travailleur. Moi, j'avais été choqué dans un entrepôt logistique de voir ce travailleur qui, durant tout son poste du travail, n'était lié qu'à la machine qui lui ordonnait d'aller chercher dans tel rayon pour composer tel ensemble et qui n'avait plus de relations interpersonnelles de travail avec ses collègues de travail et encore moins d'organisation. Donc ces souffrances de harcèlement, également moral, sexuel, de tout ce qu'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux, qui lorsqu'on est dans des situations de travail totalement individualisées, eh bien, ne sont plus traités par les collectifs de travail, ne sont plus traités par les rapports de force sociaux au travail qui étaient construits notamment par le biais des organisations syndicales qui étaient capables de cesser collectivement le travail face à un manager, un chef de service de rayon qui était défaillant, qui était déviant, qui était harcelant dans ses pratiques et qui aujourd'hui ne sont plus traités et sont plus doublement traités. Parce que tant
les collectifs de travail ont été abîmés et donc le capital construit des modes de management et d'organisation qui lui permettent de peser de cette façon-là sur les corps et les esprits des travailleurs qui l'exploitent. Mais en même temps, le service public de l'inspection du travail, dans lequel moi j'ai eu à travailler, a vu ses effectifs diminuer de 20% en 10 ans. Il reste 1700 inspectrices et inspecteurs du travail pour 20 millions de salariés et 2 millions d'entreprises dans le pays. Et il ne répond pas à la demande sociale et au traitement collectif qu'il pourrait porter dans ces situations-là, parce qu'il a été littéralement désarmé par le macronisme, avant lui le hollandisme, évidemment. Donc cette question de l'individualisation, elle est pour moi un des phénomènes, segmentation, individualisation du travail, et elle s'ajoute par ailleurs à autre chose. Elle a été corrélée à l'intensification du travail. Tu parlais des travaux de Coutreau tout à l'heure, mais on a toute une série de processus, le raccourcissement des délais, les logiques quantophréniques, les logiques du chiffre, celles qui vont en permanence peser sur les organisations et sur les logiques, sur le fait de toujours aller plus vite. Tu parlais tout à l'heure d'aller plus vite au travail. On va parler de l'explosion des TMS et on pourrait parler évidemment des accidents du travail, de cette hécatombe invisible dont a parlé Mathieu Lépine dans son ouvrage, qui évidemment est en lien avec cette intensification du travail. Vous savez, Eurofond, l'agence européenne, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail, disait dans une étude de 2022 que la France figurait avec la Pologne et la Slovaquie parmi les 3 pays où la proportion de travailleurs et de travailleuses ayant de bonnes conditions de travail est la plus faible en Europe, quoi. Et ça, c'est une donnée qui est fondamentale. Et je pense qu'il faut revenir à la politique, parce que l'avenir en commun, le programme comporte... Moi, comme inspecteur de travail, quand j'ai ouvert l'avenir en commun, je veux dire, j'ai rejoint la campagne de Jean-Luc en 2021 sur ça. La question du doublement des effectifs de l'inspection du travail, je l'avais vu nulle part ailleurs, jamais, à aucun moment. Et dans le programme, c'est la même chose sur la question de la médecine du travail. C'est la même chose sur la question de la reconnaissance du burn-out, des élargissements du tableau des maladies professionnelles, d'un compte de prévention de la pénibilité qui préviennent réellement la pénibilité et qui permettent aux travailleuses et aux travailleurs de partir plus tôt à la retraite, non pas comme aujourd'hui, il a été totalement vidé de son contenu. Les critères de sélection dans les marchés publics à travers le nombre d'accidents du travail dans les entreprises, toutes ces mesures-là qui viennent nous armer aussi lorsqu'on reprend la discussion avec les travailleurs. Et le deuxième exemple que je voulais évoquer, parce qu'il est aussi le fruit d'un constat professionnel, c'est que un des enjeux pour lutter face à l'exploitation au travail dans ce premier quart du XXIe siècle, c'est certainement au moment où la question de la démocratie institutionnelle est extrêmement prégnante dans le pays. On le voit avec le débat qui nous occupe sur la non-désignation de Lucie Castet depuis plus de 37-38 jours aujourd'hui. Eh bien, la question de la démocratie à l'intérieur des entreprises est certainement une question centrale pour poser, moi aussi ça s'envole, la question de la lutte et du combat contre l'exploitation. Et c'est d'autant plus important que si le XXe siècle avait à travers 36 les délégués du personnel, 45 les comités d'entreprise, la marche générale de l'entreprise, 82 les CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité des conditions de travail, construit une armature somme toute assez fragile. On en débattait tout à l'heure lorsqu'on préparait avec Tristan et avec Carlotta en disant que des millions de travailleurs sont exclus de toute forme et de tout cadre de représentation collective, et que ça aussi, ça doit nous interroger, je veux dire, de façon extrêmement importante. Et on a pu le porter, on a pu en débattre avec le faux auto-entrepreneuriat, avec la question des travailleurs ubérisés notamment, et tout le travail qui a été fait par nos camarades au Parlement européen, mais vous connaissez ça par cœur. Et c'est d'autant plus important de poser la question de la démocratie en entreprise, que le reflux est terrible, que la question des ordonnances Macron de 2017, de ses effets systémiques dans les entreprises, de l'absence de toute représentation du personnel en matière de santé et de sécurité dans toutes les entreprises de 50 à 299 salariés, par exemple, avec la suppression des CHS et l'existence seulement d'une commission spécialisée dans les plus de 300, eh bien, est de nature à avoir des effets concrets et sur l'engagement des travailleurs, et sur la santé, et sur la sécurité des travailleurs. D'ailleurs, le fait que la France soit aujourd'hui en pole position des morts au travail dans l'Union européenne, avec plus de 2 morts par jour, évidemment, est une conséquence, je le pense, de cette situation. Et c'est là
aussi que nous sommes, nous, les députés de la France Insoumise, mais chaque militant, chaque camarade, chaque sympathisant du mouvement est essentiel dans le combat qui est le nôtre, à la fois pour être aux côtés des luttes sociales, mais aussi pour porter les revendications. Et là-dessus, moi j'ai fait campagne pendant les européennes, notamment à Besançon, au lieu de l'autogestion ouvrière et de l'histoire ouvrière, sur la question, alors certains diront, du pouvoir ouvrier dans l'entreprise, mais sans aller jusque-là, puisqu'on est bien dans une démarche qui est, à ce moment de notre histoire transitoire, sur la question de moyens, effectivement, comme par exemple la revendication de l'avenir en commun, qui est repris dans le programme de la NUPES, de droit de veto suspensif à l'intérieur des entreprises face à des décisions patronales qui seraient contestées par les travailleurs lors des plans de restructuration, et donc toute une armature de propositions visant à augmenter la représentation et le pouvoir, les contre-pouvoirs des travailleurs dans les entreprises, sans évidemment s'illusionner sur les capacités à le faire jusqu'au bout dans le cadre du système qui est le nôtre. Premier axe, et deuxième axe, et j'en terminerai dessus sur cet exemple-là, je disais soutien aux luttes, c'est un soutien concret, c'est celui non pas de parler à la place de ceux qui luttent, bien au contraire, mais c'est de répondre systématiquement à l'appel qui, ceux face à l'exploitation dans les entreprises, résistent. Et ils le font de façon aussi diverse que variée, de la chapelle d'Herblay jusqu'à l'affaire Duralex cet été, où vous avez vu qu'aux côtés des travailleurs ayant repris en société coopérative leur entreprise, les députés de la France Insoumise et Lucie Castet sont allés à leur rencontre. Et je pense qu'il y a des prolongements évidemment possibles de ces formes d'organisation, et nous devons être extrêmement vigilants. Moi, je vais vous dire, pour conclure, je pense que, et ça sera peut-être un point de débat, un insoumis, ce devrait être un syndiqué dans chacune des entreprises. Voilà, je le dis aussi pour aller au débat, et je vous remercie de votre participation à cet échange. Écoutez, on a maintenant, et on s'est donné le temps, comme on l'avait prévu, d'avoir une demi-heure de débat et d'échange entre nous. Donc je vous propose de prendre les interventions. On va faire tourner le micro. On va autogérer le tour de micro au maximum. Alors, il y avait au fond une première question du camarade qui avait levé la main le premier. Et puis ensuite, j'ai pu regarder qui a levé la main dans l'ordre. Donc d'abord, il y a un camarade au fond. Effectivement, on alterne. Ça marche pas ? Si, attends 2 secondes. Ouais, donc une femme, un homme, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi, la première. Merci pour cet éclairage de tous les trois sur le monde du travail au XXIe siècle. Moi, je voulais rebondir avec une question pour ce que vous avez dit, monsieur, comment... Oh merde, je perds mes mots, là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Que les travailleurs précaires ont trouvé un vote plus important, un engagement plus important dans le vote politique de gauche chez certains travailleurs précaires. Et alors, moi, je lis ça, si je ne me suis pas trompée, hein, si je vous ai bien entendu. Et je lis ça à une conférence à laquelle j'ai assisté hier concernant l'agriculture, où il y a eu une question de travailleurs précaires employés dans le milieu agricole pour ramasser les fruits, pour les vendanges, pour toutes ces choses-là, et qui déplorait le fait de ne pas avoir de visite de gens représentant des syndicats pour que les travailleurs précaires dans le milieu agricole puissent se syndiquer. Parce qu'il y a, d'après ce type qui a pris la parole, il y a une forte demande. Voilà. Du coup, la question, elle est complètement dans le prolongement. Moi, je travaille dans l'agriculture et dans la restauration. Et la question des travailleurs saisonniers, c'est une question qui est très importante, je trouve, d'autant plus que c'est des travailleurs qui, par leur mode de vie, sont plus au contact avec l'altérité et donc sont souvent plus politisés à gauche. Et pour ce qui est des saisonniers agricoles, notamment, qui sont souvent en première ligne des combats pour l'écologie
et qui du coup sont exploités très durement dans des secteurs qui sont exportateurs, qui sont stratégiques en fait pour l'économie nationale, aussi bien en termes d'autonomie alimentaire que par rapport au tourisme qui est aujourd'hui quand même un secteur important de l'économie française. Et du coup la question c'est après la destruction des droits qui étaient des droits au chômage. En fait, la réforme de l'assurance chômage ne garantit plus la continuité du revenu, donc détruit en fait la capacité de vivre dignement du travail saisonnier. Et donc je pense que cette question, la question de la continuité du revenu, et aussi la question du logement qui se pose différemment dans l'agriculture avec des logements pour les saisonniers qui sont vraiment indignes, et dans la question de la saison en restauration où les logements dans les villégiatures sont beaucoup trop chers pour les travailleurs saisonniers. Donc du coup, la question que je me pose, c'est quel statut pour le travailleur, la travailleuse saisonnière, qui soit propice justement à une syndicalisation et qui intègre aussi les questions de logement, la question de la dignité du logement et de l'alimentation pour les travailleurs. Bonjour et merci pour vos interventions. Par rapport au monde de l'industrie, peut-être plus que la logistique ou le milieu agricole, parce qu'on est obligé les travailleurs sont obligés d'être localisés en France, mais dans le monde de l'industrie, il y a quand même aussi toujours le chantage à la délocalisation qui fait qu'il y a une moindre mobilisation. Et par rapport aux ressources, aussi pour se mobiliser, c'est que c'est plus simple quand on a un interlocuteur en face. Et quand on est dans des sociétés qui sont multinationales, en fait, tout le monde est précarisé, même les soi-disant responsables locaux qui prennent des décisions, qui finalement subissent ce qu'on leur impose autant que les salariés. Donc on n'a pas de recours. Et quelque chose que je n'ai pas vu, mais qui, en France, en tout cas dans les propositions, mais qui existe à l'étranger, c'est pour pouvoir ouvrir une société en France ou la conserver, il faut qu'il y ait au moins 51% de la détention de l'entreprise qui soit sur le territoire national par quelqu'un du territoire national. Est-ce que ça, ce serait pas... c'est une mesure de protectionnisme, mais est-ce que ça serait pas une solution pour continuer à avoir des interlocuteurs localement, qu'on puisse aller voir et que les revendications aient du poids dans les négociations? Parce qu'aujourd'hui, on est face à personne. Hein. Quand on est détenu par des multinationales, détenu elles-mêmes par des fonds de pension qui sont je sais pas où, on n'a pas d'interlocuteurs. Voilà. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'était aussi sur l'introduction des sociétés de consulting. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais de plus en plus, les postes à responsabilité ne sont pas couverts en interne dans les entreprises. On fait appel à des sociétés, c'est l'intérimaire du cadre, hein, en gros. Et donc là aussi, ces gens-là n'ont plus le même attachement à l'entreprise. N'ont pas de collègues finalement parce que leurs collègues sont eux-mêmes éparpillés dans plein d'autres sociétés, ils ne se croisent jamais et donc ça rend toute forme de mobilisation beaucoup plus complexe et encore une fois pour les salariés des sociétés avec personne en face pour répondre. Bonsoir à toutes et tous, merci pour vos interventions. Du coup, ma question, c'est, moi je suis représentant syndical dans mon université, je suis militant LFI à Montpellier, et du coup, les problématiques auxquelles on est confrontés sont doubles. C'est d'une part comment nous, on arrive à représenter, comme tu le disais Anthony tout à l'heure, à représenter, à faire remonter les problématiques du terrain, mais aussi à impliquer concrètement les personnes dans la résolution des problématiques avec toutes les solutions possibles. Comment faire ça avec le peu de temps qu'on a puisqu'on travaille par ailleurs? C'est-à-dire étant fonctionnaire moi par ailleurs, je ne suis pas un fonctionnaire comme le présentent certains, feignant, et je fais mon travail, j'ai mes étudiants et mes enseignants auxquels je dois répondre et que je m'occupe d'eux, enfin j'essaye de les aider dans leur travail. Et du coup, il y a tout ça à gérer en même temps et souvent il y a cette vision un peu de service. Donc comment on fait face à cette vision de service d'un côté et de vraiment représenter les gens mais aussi de les impliquer? Comment gérer toutes ces dialectiques et cette dynamique-là? Merci. Je continue à faire tourner ou on prend d'abord cette série de questions? Ouais. Ouais,
je peux donner quelques éléments de réponse, parce que j'étais en train d'écrire des trucs. Alors, sur la dernière question qui a été posée, à partir du moment où il y a une attente en termes de service des autres salariés, ça veut dire qu'il y a déjà un lien existant. Donc déjà, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'il y a une visibilité des militants, militantes syndicales, etc. Par contre, c'est vrai qu'on le voit dans les enquêtes, et notamment, Anthony parlait des ordonnances travail, elles ont parachevé un mouvement d'augmentation des charges institutionnelles des représentantes et représentants du personnel, de charges institutionnelles extrêmement importantes, qui dès lors limitent la possibilité de faire un travail qui n'est pas valorisé par la, entre guillemets, démocratie sociale telle qu'elle est conçue par ces ordonnances, mais qui est un travail de contact avec les salariés et d'implication collective des salariés. Et donc, on a un isolement progressif des représentants et représentantes du personnel. Et d'ailleurs, c'est sans doute un stratagème. C'est-à-dire que c'est pas une conséquence, c'est pas que un problème de moyens, c'est aussi une stratégie politique d'isoler une poignée de représentants. Sur la question des travailleurs saisonniers, oui, alors ça vaut aussi pour les ouvriers agricoles. Il y a les difficultés à organiser ces fractions du salariat, des fractions qui sont mobiles, qui évoluent dans des petits collectifs de travail, qui sont aussi difficiles à mobiliser politiquement. Par exemple, l'un des éléments sur les travailleuses et travailleurs saisonniers, c'est la question de la malinscription. Est-ce que les personnes, elles sont inscrites sur leur lieu de vie au moment des élections? Parce que le lieu de vie, il change. Donc ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Alors, pourquoi le vote, quand il est possible, il s'oriente à gauche? Parce que dans ces fractions du salarié qui sont confrontées à des formes de précarité et qui en sont très clairement conscientes, qui le politisent beaucoup, il y a une question d'hostilité à des attitudes méritocratiques. Notamment, elles constatent que c'est finalement la gauche qui parle des contrats précaires aujourd'hui et qui parle de cette question de la précarité de l'emploi extrêmement importante. Sur la question de la sous-traitance. Alors la sous-traitance, elle limite les stratégies collectives. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit le caractère plus ou moins éloigné de l'actionnariat. Je vais donner un autre exemple de limite. En effet, le système actionnarial, il introduit un nouveau biais dans le compromis salarial, c'est-à-dire qu'il faut contenter la santé économique de l'entreprise, la rémunération et les conditions de travail des salariés, mais aussi les actionnaires. Sauf qu'un autre exemple de limite des compromis salariaux, qui se traduit aussi par un affaiblissement des stratégies collectives et de l'efficacité syndicale perçue par les salariés, c'est par exemple la dépendance aux subventions publiques. Pas mal d'acteurs associatifs non lucratifs dépendent de subventions publiques qui se réduisent. Et donc, finalement, les directions de ces acteurs non lucratifs se retrouvent à rogner sur les salaires et ou les conditions de travail. Le compromis salarial n'est pas possible. L'engagement syndical ne produit plus d'effet. Et donc, ça produit des stratégies individuelles ou d'exit. Et là, on est dans une configuration où, finalement, il y a en effet une institution financière qui est éloignée, mais qui est tout à fait située en France. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la nationalité des capitaux qui soit le problème. Voilà. Tu veux... vas-y, tu peux dire. Ok. Ouais, moi, comment dire, pour la question des saisonniers, moi j'ai pas mal bossé sur la question des saisonniers agricoles. Et c'est vrai qu'il y a toute une série de difficultés qui en fait sont construites par le capital, mais à tous les niveaux. Les formes de contrat des saisonniers sont des formes anormales en soi de la relation de travail. Les lieux d'exercice des travailleurs saisonniers sont des lieux qui sont des lieux souvent temporaires, où on va avoir des algécos comme mode d'accès au lavabo ou aux règles de base d'hygiène. Les rythmes de travail des personnels saisonniers vont être des rythmes qui vont être des rythmes accélérés, dans le tourisme l'été, dans les stations de remontée mécanique l'hiver, dans les vendanges lorsque on est en Champagne comme chez moi. On va avoir des niveaux de pénibilité qui vis-à-vis des travailleurs saisonniers vont être élevés, extrêmement élevés, puisqu'on va recruter des travailleurs saisonniers précaires, jeunes, sans papier, ne comprenant pas la langue, par exemple, et donc acceptant un niveau de pénibilité qui est extrêmement dur. Donc, et pour reprendre ta question, quand tu rajoutes la question du logement de ces travailleurs saisonniers, par exemple dans des logements sous tente
qui vont très peu permettre de reconstruire la force de travail pour pouvoir repartir le lendemain au travail. Tu te retrouves non seulement avec des gens qui ne se posent pas la question de l'organisation collective et des moyens de lutter collectivement, parce qu'ils sont abattus par le travail, mais ils sont abattus au sens premier. L'année dernière, dans la Marne, dans le département de la Marne, sont 4 travailleurs des vendanges qui sont morts en une semaine dans le même département pour la même activité, et le patronat n'avait comme réponse que la question de petit déjeuner le matin et de mettre une casquette pour travailler face aux fortes chaleurs. Et tu posais la question de la présence à l'intérieur de ces lieux-là, notamment des organisations syndicales. Dans mon département, pour la première année, tu as eu une caravane syndicale qui sillonnait le vignoble. C'est la première fois. Il faut imaginer ce que ça suppose. Nous, il y a 3 collègues inspecteurs du travail dans la Marne pour 100 000 travailleurs supplémentaires sur une période de 3 semaines lors des vendanges. Lorsque tu cherches un vendangeur, c'est comme si tu cherches, parce qu'on parle des vendanges, mais on a d'autres secteurs, va trouver dans une forêt le travailleur bulgare, roumain, ou, parce que je dis bulgare, roumain, parce qu'il y a énormément de travailleurs détachés, ou pas détachés, mais employés par des sociétés françaises installées à l'intérieur de départements qui ont beaucoup de forêts, qui sont exploités à l'intérieur de forêts et qui ne connaissent par exemple pour se rendre sur des lieux qu'un point GPS. Donc c'est des lieux de travail, quand on parlait des lieux de travail, quand on parlait des espaces de syndicalisation, on est vraiment aussi dans cette question-là, c'est-à-dire que la façon de syndiquer, d'organiser les travailleurs au plus près, elle est extrêmement difficile. L'autre sujet que vous posiez, moi, il est évidemment passionnant, parce que tout de suite il fait écho, c'était toi qui en parlais, la question de où est le patron, et moi toutes les luttes sociales que j'ai eues, notamment sur des plans sociaux, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai vu des travailleurs faire venir des patrons en avion pour pouvoir négocier la signature du plan social. J'ai vu des travailleurs avoir fait venir des groupes frontaliers d'un autre pays pour les garder plusieurs jours à l'intérieur de l'entreprise, le temps de pouvoir signer réellement. Et moi, j'étais négociateur en conflit collectif pour le ministère du Travail pendant 10 ans. Et la première question qu'on posait à des partis lorsqu'on négociait, ou lorsqu'il y avait une négociation collective lors d'un conflit collectif, c'est: êtes-vous en capacité de signer un protocole de fin de conflit? Êtes-vous en capacité de vous engager? Parce qu'évidemment, le capital s'est organisé de façon à ne pas répondre à cette question. Et tout comme la sous-traitance ou l'externalisation RH des entreprises, ou les RH de transition à l'intérieur des entreprises qui viennent le temps d'un plan social, par exemple, ou dans son livre sur Orpea, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Victor Castanet qui décrit comment le siège d'Orpea ordonne au siège social RH d'Orpea de ne pas échanger et de ne pas discuter avec les structures locales afin de ne pas être eux-mêmes touchés par les difficultés qui sont rencontrées afin de les gérer le plus basiquement possible. Ça montre que le capital, lui, trouve des façons de mettre à distance les travailleurs qu'il exploite dans ce premier quart de 21e siècle pour surtout ne pas traiter la question des souffrances, ne pas traiter la question des pénibilités auxquelles ils sont exploités. Comment on gagne sur ces sujets-là et comment on organise? Je pense que évidemment, à Amiens, lors d'un meeting des Européennes, moi j'ai dit qu'il fallait réinterroger la charte d'Amiens et la question de la relation entre les partis et les syndicats dans ce pays. L'histoire sociale nous a rattrapés puisque le NFP a été très concrètement une mise en œuvre de cette situation-là avec des organisations syndicales et associatives qui ont pris position dès l'élection en faveur du nouveau Front populaire. Donc la question de ces liens à reconstruire entre syndicats, partis, des relations que nous entretenons, moi je pense que c'est un moyen de poser ces questions-là, c'est-à-dire d'avoir des organisations politiques qui organisent des dizaines de milliers de personnes, qui posent la question de la syndicalisation, et inversement des organisations syndicales qui comprennent que le programme du nouveau Front populaire, que le programme comporté dans l'UNPS, que le programme de l'avenir en commun sont des moyens de réaliser par les conférences sociales ou par d'autres biais des améliorations sur le champ des conditions de travail, sur le champ de nos vies au quotidien au travail. Et également, on n'oublie pas que le syndicalisme, mais les camarades le savent, c'est la double besogne. C'est évidemment l'émancipation, mais c'est aussi les toutes petites victoires du quotidien qui font que celui qui est venu voir le syndicat pour un service, la fois il aura obtenu la satisfaction de ce qu'il voulait, il peut par ce biais aussi comprendre ce qu'est l'engagement collectif. Mais ça, c'est la mission des organisations syndicales sur le terrain. Il est 48. Carlos. Bah non, du coup, je pense que... Ouais. On refait un petit tour. Vas-y. Tu passes en première pour le suivant, par contre. C'est clair. Alors, une femme, un homme. J'arrive.
Oui, bonsoir. Du coup, ça parlait pas du tout du service public. Moi, je suis syndicaliste enseignante, mais j'ai trouvé plein de parallèles quand même. En fait, je suis instit même, hein, et on voit, j'ai retrouvé plein de trucs, notamment le fait d'isoler les gens. Les collègues, ils ont plus le temps de se retrouver. Il y a toujours des nouvelles tâches à faire, des livrets pour les enfants, machin, qui leur prennent tout leur temps. Ils ont à peine le temps de manger, mais du coup, ils mangent vite fait tout seuls et tout. Ils discutent plus. Il y a même des techniques, parce que bon, bah, tout ça, c'est volontaire, hein, on le sait, hein, de la part du capital. Pour les entreprises privées, super bien copié par l'État pour le service public d'éducation notamment. C'est volontaire tout ça de restreindre les possibilités d'action collective. Donc nous, dans le Gard, il y a 1 ou 2 endroits comme ça. Avant, on avait 3 heures d'information syndicale qui était possible de prendre sur les formations délivrées par l'employeur, des formations complètement bidons et de plus en plus bidons surtout, qui sont plutôt du formatage. Et en fait, ils ont trouvé un truc de rajouter comme quoi c'est pas possible de faire l'information syndicale sur ce temps-là. Donc du coup, les collègues sont obligés d'aller se taper ces formations-là qui sont vraiment nulles. Et en plus, ils sont pris tout le temps et tout. Enfin, moi, je leur en veux pas, hein. Ils n'ont pas le temps de venir à nos réunions qu'on leur propose, surtout qu'en plus, c'est tout le temps pour leur apprendre des mauvaises nouvelles. Donc en fait, tout ça pour aboutir au fait qu'il y a une grosse désaffection des collègues pour le syndicat, voilà, malgré le mouvement des retraites où il paraît qu'on a explosé tous les scores, mais moi, mon syndicat, je dois avouer que c'est pas vraiment le cas. Pourtant, bon, ben, quand ils sont en galère, ils nous appellent, mais bref, et donc aussi une désaffection syndicale, mais aussi politique. Enfin, je veux dire, ils viennent pas tant que ça. Tout le mouvement, les 15 journées pour la retraite, ouais, il y avait quelques enseignants, mais il y en avait pas beaucoup, franchement. Et tout ce qui est mouvement et même la politique, enfin, on les informe sur Gaza et tout, mais il y a très très peu d'écho. Et pourtant, je veux dire, c'est des cadres, je crois. On est des cadres, nous les enseignants, et donc malgré la enfin, je sais pas si ça c'est le lien avec la passivité dont tu nous parlais tout à l'heure, Tristan, qui fait qu'en fait ils s'engagent plus, quoi. Bref, comment on fait pour réveiller tout ça, s'il vous plaît? Moi, j'ai une question pour Carlotta. Tout à l'heure, Anthony évoquait la disparition des CHSCT, qui n'est pas un hasard puisque c'est la seule institution qui permettait d'aller en justice envers le patron. Maintenant, c'est simple, il n'y a plus rien pour les emmerder. Non, la question, c'était plus simplement, est-ce que depuis la disparition des CHSCT, tu as senti en étudiant qu'il y avait plus de mal au travail, de mal-être au travail, ou pas? Voilà. Tu me dis au niveau du timing. Ouais, on a 5 minutes, on va répondre et puis on va Ok. arrêter là et après on peut continuer à discuter de toute façon. Carlotta, tu veux répondre? Ouais, peut-être. Ça va être rapide parce que du coup, j'ai pas bossé là-dessus depuis qu'il y a eu la réforme. Après, il y a des collègues justement qui là arrivent au bout d'un projet qui arrivent à la fin d'un projet sur les CSE, quoi. Alors, ça portait pas spécialement sur la logistique, mais j'imagine que ce qu'on va voir, c'est un peu les mêmes choses, quoi. Ce qu'on sait, quoi, c'est que ça a été une réduction fondamentale des ressources et des dispositifs consacrés à ça. Donc, ça ne peut qu'avoir des effets négatifs. Par contre, il y a un autre truc, parce que tout à l'heure, on évoquait la réforme du chômage. Et ben ça a déjà commencé à avoir des impacts dans le secteur logistique, parce que comme je le disais, c'est un des secteurs où une des stratégies, en tout cas nous on l'interprète comme une stratégie de résistance, notamment vis-à-vis de la pénibilité physique, était celle de pouvoir alterner au moins des périodes de travail avec des périodes de chômage pour reposer le corps, voilà. Et évidemment, une réforme comme celle-ci, elle va attaquer et a un impact terrible dans un secteur comme celui de la logistique. Et juste puisque j'ai pris le micro, je finis, mais c'était autre chose, c'était la question des délocalisations.
Parce qu'en réalité, il y a des délocalisations dans la logistique aussi, mais elles se font à l'intérieur du territoire national. Mais le chantage à la délocalisation existe bien dans la logistique aussi. Il est utilisé de manière assez effective par les directions d'entreprise, qui sont de plus en plus d'ailleurs des directions d'entreprises multinationales, parce qu'il y a une dynamique de concentration de capitaux là aussi. Donc il y a les deux choses que tu disais, elles sont tout à fait présentes aussi, à la fois le chantage à la délocalisation, parce qu'en fait changer de place à un entrepôt, c'est assez simple. Par ailleurs, les entreprises de logistique ne possèdent pas physiquement le bâtiment, mais ils louent à des promoteurs immobiliers logistiques. Donc ça arrive très souvent qu'on utilise cette stratégie pour mettre la pression ou suite à un conflit, etc. etc. Et puis il y a aussi la question de la distance des lieux de pouvoir, des lieux décisionnaires dans les entreprises, qui impacte là aussi, comme je pense effectivement dans le reste du monde du travail, le sentiment de pouvoir agir, de pouvoir faire quelque chose quand on sait que, alors là, les entrepôts où j'allais moi, c'était surtout les Hollandais, mais ces Hollandais revenaient quand même hyper fréquemment dans les discussions pour dire de toute façon on ne peut rien faire. Donc voilà, c'était juste pour aller dans ton sens. Mais... Ouais, juste sur la question des CHSCT, non seulement, en fait, ça a disparu, mais en fait, il y a plein d'entreprises qui en étaient déjà dépourvues ou qui en étaient pourvues, mais de manière très factice, avec des CHSCT, on en discutait avant la conférence, qui existent, mais qui sont parfois pas du tout investis par les représentants et représentants du personnel, pas toujours syndiqués d'ailleurs, qui sont pas toujours formés aux enjeux et notamment au pouvoir qui était à leur disposition. Et dès lors, c'est des instances qui sont pas toujours appropriées. Et on peut supposer qu'avec l'augmentation des tâches qui incombent aujourd'hui aux élus du CSE, même quand une commission spécialisée existe, les élus, ils aient moins de temps de s'y consacrer et donc moins de capacité de s'en approprier. Juste sur le service public, en fait, la dynamique de précarité, d'individualisation, elle concerne aussi le service public. L'essor de la rémunération au mérite qui était voulu par Guérini et qui existe déjà dans certains secteurs du service public. Moi, je travaille dans l'enseignement supérieur, je suis syndicaliste, on a des systèmes de rémunération au mérite maintenant des enseignants-chercheurs. Voilà, donc c'est des travailleurs qui, pareil, ont des salaires relativement corrects. Donc voilà, mais ça pose quand même question d'avoir un système d'individualisation des rémunérations et des carrières, avec parallèlement un affaiblissement du pouvoir syndical dans les instances paritaires, dans la fonction publique, ce qui du coup limite aussi le sens donné à l'action syndicale, et notamment les services que peuvent dispenser les syndicats, et donc les liens qu'ils peuvent entretenir aussi avec les agents et agentes. Et donc, je ne sais pas s'il y a des réponses miracles, mais en fait, reconstruire du sens collectif, reconstruire l'action syndicale, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux à faire. Après, le problème, c'est qu'évidemment, c'est extrêmement difficile, et moi, je le vis aussi syndicalement, où on a l'impression parfois de ramer dans le vide et d'avoir des difficultés à mobiliser les collègues, notamment les collègues qui ont les contrats les plus pourris. Merci Tristan, merci Carlotta. Juste un mot en guise de conclusion. Reconstruire, effectivement, tu posais la question, c'est aussi tout ce qu'on fait aux amphis et tout ce qu'on fait en ce moment même. C'est cette éducation populaire, elle nous appartient, on s'en saisit, il faut qu'on continue ça, c'est notre richesse. Encore merci à vous et on lâche rien les camarades, et on est à la rentrée sociale à 200%.